Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer le chapitre des méthodes matricielles des déplacements. La dernière fois, on a vu ensemble une bonne partie de ce chapitre et maintenant on va continuer la deuxième partie. La présentation d'aujourd'hui est une description de notes de cours de structure 2, le livre de Patrick Poltre et Jean Pro, la version du 5 janvier 2008. Ok, alors je vais commencer par rappeler d'abord rapidement les notions qu'on a vues la semaine dernière pour pouvoir bâtir sur ce qu'on a vu et continuer le développement de l'approche des méthodes matricielles des déplacements. Ok, alors la, euh, euh, ça, c'est le sommaire, ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, si vous vous rappelez bien, on a fait d'abord la première séance, un travail sur la matrice de flexibilité. Et on a dit que les coefficients de la matrice de flexibilité pour une structure donnée avec des DDL donnés permettaient de trouver le déplacement directement pour n'importe quelle combinaison de charges au niveau des DDL définis. Puis, on a développé un peu le concept inverse en passant par la matrice de rigidité K, qui permettait de trouver aussi les déplacements juste en faisant la résolution de la matrice, le problème matriciel U est égal à K moins 1P. Ok, les coefficients de la matrice de rigidité, c'était des forces. Alors, comment on trouvait les coefficients de la matrice de flexibilité? C'est que on appliquait un déplacement on appliquait une force unitaire au DDL voulu et on peut aller voir l'influence des déplacements sur les autres, l'influence en déplacement sur les autres DDL considérés. Par contre, on a vu que la matrice de rigidité, on appliquait un déplacement unitaire au niveau du DDL voulu et on allait chercher les forces, l'influence de ce déplacement imposé et en bloquant tout le reste des DDL, on allait voir ce qui se passait. On va revenir un peu plus rapidement aussi. Ça, on a déjà vu la semaine dernière. Ok, alors si vous vous rappelez, d'abord on a commencé par la matrice de rigidité structurale globale. Alors on a vu comment pour une structure donnée ayant des DDL, ayant par exemple trois nœuds, un treillis, ils ont le PX1, la force en X au nœud 1, le PY1, et on a imposé un déplacement, un déplacement unitaire. Alors, ce qui donnait les forces dans les autres nœuds. Alors, par exemple, lorsqu'on imposait un déplacement au niveau du 1, on avait la force qui était K2 sur 2, c'était la portion, la participation de la barre 2, plus le K3 par rapport à mon déplacement UX. Okay, et puis, on a imposé un déplacement vertical du nœud 1 pour trouver le PY1 et on a trouvé aussi les autres forces. Alors on a trouvé que la contribution dans le même sens c'était le K2 sur 2 UY1, mais aussi il y avait une influence au niveau horizontal, une force au niveau horizontal, c'est le K2 sur 2 par rapport à Y1 horizontal. On faisait aussi la projection des forces par rapport aux axes globaux. Alors globalement, on disposait des forces, le vecteur P, et on disposait de U, le vecteur des déplacements au niveau des nœuds. Ok, et par la suite, ça nous a permis de réécrire d'une façon à réécrire les équations, les forces px1, py1 en E1, px2, py2, px3, py3 en E3, par rapport au déplacement qu'on imposait. Alors, et on trouvait une équation, le K qui était égal à U fois P. Parce que c'était un système de tri, on a pu développer et retrouver que la rigidité, ce qu'on appelait les petits K, les coefficients de rigidité, ce n'était que E fois A sur L pour chaque élément barre. Ok, alors d'une façon globale, si vous vous rappelez, on a pu montrer, on va revenir un peu aussi dans les slides suivants, redévelopper que pour n'importe quelle structure ED, une structure 2D ou 3D, les éléments treillis
dispose uniquement de deux DDL. Alors, au nœud 1, le nœud I, le nœud de départ, le nœud d'arrivée, il y a le U1 et le U2 dans le sens de l'axe de mon élément. Alors, c'est pour ça que ma matrice élémentaire, elle dispose seulement de deux DDL. Il y a le EA sur L et les coefficients 1, moins 1, moins 1, 1 du DDL1, nœud de départ, et du DDL2, nœud d'arrivée. On disait aussi que c'était ça les DDL U1 et U2 et je mettais une flèche qui permettait de donner par la suite le N1, l'effort normal qui serait développé dans un élément tri. Ok. Par contre, on a vu aussi que pour les éléments poutres, il y a 3 DDL du nœud de départ, le U1, U2 et le U3, et 3 DDL du nœud d'arrivée. Alors, le U1 qui représentait le déplacement dans l'axe de la poutre, et le UD c'est le déplacement du nœud de départ perpendiculairement à l'axe de la poutre, et l'U3 c'est la rotation. Et la même chose dans l'autre côté. Et on a vu que la matrice élémentaire, la matrice de rigidité élémentaire, ce n'est que 3 nœuds de départ, 3 DDL du nœud de départ, le U1, U2, U3, 3 DDL du nœud d'arrivée, le U3, U4, U5, plutôt, je m'excuse, U4, U5, U6. Ok. Euh, Ça c'était une erreur, c'est U4, U5, U6, les DDL. Alors, et la matrice de rigidité, elle est de cette forme-là. Alors, on va revenir un peu aussi par la suite pour montrer l'exemple de calcul pour un ou deux éléments, comment on retrouve la matrice de rigidité. Ce qui est à noter ici, c'est que ces matrices de rigidité élémentaires, comme vous voyez dans le repère local, elles dépendent uniquement des propriétés de nos éléments. C'est le E, le module Young, le A, l'aire de la section, le L qui est la longueur de la section, alors dans son axe local. Ok. Alors par la suite aussi dans le chapitre 10.2, alors on va montrer par exemple comment on a fait le calcul pour l'élément bar. Comment on a retrouvé les coefficients. Alors, on peut tout simplement considérer que notre poutre, que notre élément bar dispose d'un nœud de départ U1, U2, auquel on va appliquer la règle pour retrouver les coefficients d'influence de rigidité. On va bloquer les autres DDL et on va imposer un déplacement unitaire U1 égale à 1 et on va calculer les forces. Alors on voit que le K11 qui est le coefficient d'influence de force appliqué en 1, si on impose un déplacement en 1, il nous donne la rigidité en fait de la barre, c'est le EA sur L qu'on connaît, et la réaction c'est le coefficient K21. De l'autre côté c'est le coefficient de rigidité, c'est le coefficient d'influence de rigidité, c'est la force au nœud 2 si on applique un déplacement unitaire au nœud 1. Et c'est clair, par équilibre, ça va être l'opposé et ça va donner le moins EA sur L, c'est les coefficients inverses. D'une autre façon, on peut voir comme on peut voir dans l'annexe B6, la réaction d'appui fixe causée. Alors, on a ici les réactions, on a les horizontales, verticales pour les réactions d'appui encastré fixe, les réactions d'appui fixe. Alors, si on impose un déplacement, on peut retrouver les réactions directement. C'est EA sur L fois delta. Alors, si mon delta est égal à 1, ça va donner EA sur L. Et ça, comme ça, on peut trouver les réactions aussi directement. Et ça justifie que notre matrice de rigidité élémentaire dans le repère local, elle aura cette forme-là. Inversement, c'est la même chose si on va faire appliquer le U2 est égal à 1. On impose un déplacement unitaire U2 égal à 1. Ok, on va aller maintenant pour les éléments pour les éléments poutres aussi, on va voir un exemple de calcul des coefficients. Alors, avant d'aller plus loin, on peut dire que les coefficients K11, K11 c'est la compression, c'est le déplacement dans le sens de l'axe au nœud de départ, et le K44 ça va être égal à EA sur L parce que ça va ressembler exactement à ce qu'on a fait tantôt avec les éléments
bar. Et aussi, on va trouver le K14 et le K41 qui vont être égales à -1, -1. Alors, on voit ici le K11 et le K44, c'est le A sur L, et le K81 euh, moins A sur L, et le K14, le K41 et le K14 moins A sur L. Alors, ça, c'est déjà coefficients connus. Alors, on va prendre seulement l'exemple de l'application d'un déplacement unitaire au niveau de U2 et on va bloquer tous les restes des DL. Alors, on va bloquer la rotation, on va bloquer l'effort normal, le déplacement horizontal et on va ici bloquer aussi toutes les rotations horizontales verticales. Alors, en appliquant un déplacement unitaire au niveau du U2, alors on voit que les réactions d'appui fixe, alors en cas de déplacement, sont données ici. Alors, on sait que le RYA, ça va être égal à le départ, la réaction, et ça va être égal à moins RYB, et ça va être égal à moins 12 EI sur L au cube fois delta. Alors, si mon delta est égal à 1, on sait que euh, le, en imposant ici le U2, alors le K de 2, ça va être notre moins RY, moins R YB, ça c'est le nœud B. Alors un déplacement unitaire au niveau de B, ça va donner 12 EI sur L au cube fois delta qui est égal à 1. Ça c'est mon K de 2. Ok. Mon K32, qui est la rotation au même point, le MB, ça va être égal à moins 6 EI sur L2. Le K32. Alors, 3 lignes, c'est ça, le 6 EI sur L carré. Et inversement aussi, parce que par symétrie, on a le K32 aussi, le K32 et le K23. Et ce qui manquait aussi, on avait des zéros. Oui, il n'y a pas de lorsqu'on impose un déplacement vertical, il n'y a pas de réaction dans le sens horizontal. Alors il n'y aura pas de force engendrée. Alors les coefficients K euh, euh, K2 1, K2 1 et le K1 2 sont égales à 0. De l'autre côté, alors, on sait que le MA, ce qu'on appelle ici le MA, ça va donner exactement moins 6 EI sur L2 et ça va représenter le K6C2, le coefficient de rotation, le DDL6, K62, 6,2, c'est le 6 EI sur L au carré. Ok, sur L au carré. Et ce qui est resté, c'est le K5,2, c'est la force de l'autre côté. Alors, on a le K5,2, c'est le moins, cette fois-ci, c'est le moins 12 EI sur L au cube. Alors, ça, on l'a fait juste pour le U2 et on doit continuer à le faire pour le U3. On impose une rotation et on va utiliser une rotation qui est égale à 1, θ égale à 1. Et on va utiliser dans ce cas-là ce diagramme. Ok, et on va continuer ainsi pour tous les DDL, aussi pour les DDL du nœud d'arrivée, mais on sait aussi que par symétrie ça va être l'opposé, mais on va retrouver aussi tous nos coefficients en imposant un delta égal à 1 ou une rotation égale à 1 à chaque DDL approprié. Alors de ce fait, on voit comment on justifie que pour n'importe quel élément poutre, la matrice de rigidité élémentaire, elle dépend uniquement de ses propriétés, le EA sur L, lorsqu'elle est écrite dans le repère local. Ok. Par la suite, on revient maintenant à l'élément bar et on a dit que la résolution, généralement, ce qui nous intéresse, c'est le repère global. Alors, le repère local, c'est un point de départ. Oui, c'est intéressant, mais nous, on fait la résolution généralement dans le repère global
pour pouvoir composer la matrice de rigidité dans un grand axe, grand X, grand Y, comme on voit ici. On avait les déplacements, on avait les déplacements U1, U2 dans le repère local et on aimerait les projeter par rapport à U1 bar, U2 bar, U3 bar, U4 bar. Chaque déplacement qui était dans le sens de l'axe de notre élément bar, il sera composé en deux DDL. Ok, on a écrit les équations. Par exemple, on voit que le petit U1 ici, si on fait la projection par rapport à son angle θ, ça va donner U1 bar cos θ plus U2 bar sin θ, etc. Pareil pour le U2. Et on va voir d'une façon générale une équation qu'on appelle l'équation de transformation. Euh, pour les éléments bar, ça va être une matrice, la matrice lambda, c'est une matrice 2 lignes fois 4 colonnes. Ok, et la transposée, le lambda transpose, ça va être une matrice 4 lignes de colonnes. Alors c'est pour ça qu'on trouve que pour le passage du repère global, pour le passage du repère local, le U2 1, le U de 1, c'est un vecteur à deux éléments, une seule colonne, c'est pour dire un vecteur. On la multiplie à gauche par le lambda 4 fois 2, 4 lignes de colonne, lambda transpose, et ça va nous donner le vecteur déplacement qui est dans le repère global pour cet élément bar qui est de l'ordre de 4 éléments fois une ligne pour dire que c'est un vecteur. Et inversement, on doit multiplier le déplacement global 4.1 par le lambda qui est 2 par 4 pour trouver le déplacement dans le repère local. De la même façon, on fait exactement pour retrouver les vecteurs force, la relation entre les forces et le passage entre les forces engendrées dans une barre dans le repère local, le passage au repère local ou global, c'est une multiplication par un lambda ou un lambda transpose. Et aussi, on a vu le passage de la matrice de rigidité élémentaire dans le repère local. Après avoir trouvé, il suffit de la multiplier par lambda transpose et lambda pour retrouver la matrice de rigidité dans le repère global. Alors, pour notre cas, alors pour la matrice de rigidité élémentaire, dans le repère global, la matrice de rigidité élémentaire dans le repère global, en faisant la multiplication, on retrouve cette matrice, c'est la matrice K-bar pour chaque élément. Alors elle dépend pareil de EA sur L, mais elle aussi, on peut la voir directement, elle dépend de cos θ et sin θ seulement. On a fait un exemple avec ces exercices et on a vu comment le faire. Et de la même façon, sans rentrer trop dans les détails, si on dispose des 3 DDL, nœud de départ, nœud d'arrivée, on va avoir aussi 3 DDL si on passe au repère global dans le cas des éléments poutres. On aura les équations, sauf que cette fois-ci, la matrice de passage, c'est une matrice 6 par 6. Alors, les mêmes équations qu'on a trouvées restent valides pour les éléments bar, sauf que les dimensions des matrices changent. Alors, c'est une matrice 6 par 6 dans le repère local et pareil exactement dans le repère global, c'est une matrice 6 par 6 et les équations de passage restent valides et même la façon pour retrouver l'équation pour retrouver la matrice de rigidité élémentaire dans le repère global. La seule différence ici, on ne donne pas, comme on a fait tantôt avec les éléments bar, la matrice dans le repère global directement, parce que une matrice 6 par 6 multipliée par une matrice 6 par 6 multipliée par une autre matrice 6 par 6, ça va être compliqué à la présenter. Alors on va passer toujours pour le cas des éléments poutres par les matrices locales, puis faire les multiplications nécessaires. Ok. Alors, on a vu pour un exemple comment on fait le calcul pour en faisant l'exemple de 8.6 et on a vu comment on assemblait les DDL pour la matrice de rigidité globale. Alors dans ce cas-là, c'était une matrice 6 par 6. On prenait les DDL qui nous intéressaient, le nœud de départ, le nœud d'arrivée, selon le θ, et on retrouvait la matrice de rigidité
dans le repère global, et par la suite on faisait la somme des matrices de rigidité. On n'oublie pas d'ajouter les zéros par rapport aux DDL qui n'ont pas d'influence pour avoir la même dimension par rapport à la matrice de rigidité globale. Ok. Une autre façon, on a vu qu'on pouvait aller injecter directement les sous-matrices, par exemple la matrice K1 qui avait les DDL 3, 4, 5, 6, on pouvait l'injecter directement 3, 4, 5, 6 et en faisant la somme élément par élément à chaque fois qu'on ramène une matrice. Par exemple, la matrice K3 c'était le 1, 2, 3, 4, alors on pourrait l'injecter ici, le 1, 2, 3, 4 directement. Ok. Alors, pour la résolution des problèmes, on a vu que on pouvait faire des permutations dans la matrice pour la réorganiser de façon à avoir les degrés de liberté libres en haut à gauche, les degrés de liberté bloqués qui représentaient les supports à droite en bas. Alors, tout ce qui est connu, je l'ai mis en vert. Et alors, ma grande matrice de rigidité, elle est connue. Euh, Mon UF, c'est les degrés de liberté libre, alors leur déplacement c'est inconnu. Par contre, le déplacement des appuis, s'il y a un tassement d'appui ou même si c'est nul, c'est connu. Et les forces appliquées au niveau des degrés de liberté, c'est des connus, et les vecteurs forces, les réactions, c'est des inconnus. Alors, en faisant la multiplication matricielle, tout simplement, on retrouve deux équations. Alors, la première équation, c'est le PF qui va être égal à le KFF fois le UF plus le KFS fois l'US. Alors, dans ça, il y a juste l'UF qui est inconnu. Et on peut euh, reformuler un peu, on va définir un vecteur P effectif qui va être égal à le PF moins le KFS fois US, ça c'est notre P effectif, et en faisant la résolution par rapport à la matrice KFF, on va retrouver notre UF. Ok, après avoir trouvé l'UF, il suffit tout simplement, UF maintenant c'est connu, alors il suffit tout simplement de calculer notre PS qui va être le KSF fois l'UF plus le KSS fois l'US. Sauf que dans la plupart des cas, on avait un US généralement considéré 0 et ça simplifie les calculs. Tout simplement le UF dans ce cas-là, si on va enlever l'US, le PF ça va être égal à KFF fois UF seulement, comme on voit ici, et de ce fait que l'UF ça va être égal à KFF-1 fois notre vecteur PF directement, on n'aura plus besoin du P effectif qui contient le moins KFS fois US, et notre PS ça va être égal à KSF, c'est cette matrice là, fois le UF directement, et plus besoin de calculer le KSS fois US. Et on a vu un exemple d'application qu'on crée alors avec nos matrices de rigidité. Alors dans ce cas-là ici, j'ai mis en vert ce qui sont les DDL libres et en rouge les DDL bloqués. Il a fallu faire une permutation des DDL 3 et 6 pour pouvoir avoir la matrice réorganisée des DDL libres et des DDL bloqués. Et les DDL maintenant sont le 1, 2, 6, 1, 2, 6, ça c'est le DDL libre, et le 4, 5, 3 on a permuté le 6 et le 3, les DDL bloqués. Alors on sortait le KFF, KSF, KFS et KSS, et les données sont le PF des DDL 1, 2, 6 et le US des DDL 4, 5, 3. On avait un US égal à 0. Alors ça permettait de retrouver à travers les équations le UF d'abord pour les DDL 1, 2, 6 et retrouver les réactions. On a fait l'exemple sur euh, à la main et on l'a fait sur l'as. Ok, maintenant on va passer au nouveau par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Alors la seule différence qu'on va voir c'est que on va continuer avec la résolution des problèmes, sauf que on va aller essayer d'une façon plus directe pour euh, pour prendre en compte seulement les cas qui nous intéressent dans la plupart du temps. Alors, si la plupart du temps US égale à 0, ok, qui simplifie beaucoup les équations, on peut se permettre de compiler seulement la matrice KFF, ok, et remplacer tout simplement les DDL libres, les DDL qu'on avait, qui représentaient les appuis par des zéros.
Alors, par exemple, si on prend l'exemple 10.3, on va le garder juste à côté, ici à droite, toujours euh, pour pouvoir développer par rapport à un exemple. Alors, on a un portique simplement, un portique ici articulé, mais bloqué les deux déplacements. Alors, on a le déplacement horizontal et le déplacement vertical qui sont bloqués, qui vont engendrer des réactions horizontales et verticales. Et ici, par contre, on va avoir, en plus, puisque c'est un encastrement, en plus des déplacements horizontaux et verticaux, on va avoir aussi la rotation. OK? Alors, tout simplement, pour pouvoir compiler seulement la matrice KFF, en faisant la définition des matrices de rigidité élémentaires par rapport au DDL, on va tout simplement mettre des zéros ici. Alors, 0, 0, puis on a un DDL en rotation 1, puis on continue 2, 3, horizontale, verticale, rotation 4, puis on continue 5, 6, 7, et puis, puisqu'ici, il n'y a que des encastrements, le KSS, ça nous intéresse pas, on veut l'éliminer, on va mettre 0 partout, alors on va avoir 3 zéros pour l'horizontale, verticale et pour la rotation. C'est des équations nulles, ça nous intéresse pas, ces équations. Et par la suite, ce qu'on va faire, alors si on enlève le KSS, on va le prendre en tant que nul et l'US égale à 0, on va avoir une seule équation pour trouver le UF. Alors ça va donner le PF qui est égal à KFF fois UF. De ce fait, le UF, ça va être égal à KFF moins 1 fois PF. Ok. Après avoir trouvé le UF, comme on voit, on peut pas calculer le PS maintenant parce qu'on a des zéros partout. Alors, et nous, on n'a pas compilé le reste des équations, on n'a pas compilé le KFS, on n'a pas compilé le KSF, on l'a remplacé par des zéros. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller calculer les forces au nœud, les forces au nœud qui vont nous permettre de trouver les matrices de rigidité élémentaires, qui vont nous permettre de trouver le diagramme de corps libre, comme on voit ici. Ok, on va trouver les vecteurs forces, les trois forces du nœud de départ, du nœud d'arrivée. Alors, on sait que les forces, ça va être égal à le K fois U pour chaque élément. Et je tiens à rappeler ici, à mentionner ici que ça c'est un détour pour retrouver les réactions sans avoir à trouver le reste de la matrice de rigidité. Ok. Alors après avoir trouvé le vecteur des forces qui est égal à K fois U, sauf que nous, les U qu'on a retrouvés, c'est pas le U dans le repère local, on les a trouvés dans le repère global, et on sait que le U, ça va être égal à le lambda fois le U bar. Ok, ça c'est le lambda, c'est le U-bar, c'est les déplacements dans d'un élément donné, 3 DDL de départ, 3 DDL d'arrivée dans le cas des poutres. Euh, alors, d'une autre façon, on peut écrire que le vecteur des forces internes au nœud, les trois forces N, V et M du nœud de départ, N, V et M du nœud d'arrivée, ça va être égal à K fois lambda, c'est la matrice de rigidité élémentaire fois le lambda, la matrice de transformation, fois le vecteur de déplacement pour cet élément. Alors notez maintenant, on va revenir après, ça on va l'appeler une matrice FD, elle serait utile par la suite sur la programmation LAS. Mais de cette façon, on peut retrouver les efforts. Alors, si on a retrouvé les efforts dans toutes les barres, par exemple la barre 1, 2, 3, on va revenir après, c'est sûr, par détail, mais d'une façon globale pour comprendre pourquoi on fait ça. Alors, si on a trouvé les efforts internes, vous pouvez voir que si on les transforme dans le repère global, alors le passage dans du repère local au repère global des vecteurs force passe par la matrice lambda transpose. On retrouve dans le repère global. Ça va nous permettre de donner les PS. Comment? C'est tout simplement ça, ce qui est représenté, qui est représenté le DDL horizontal. Ça va être la réaction horizontale. Et ça va être la réaction verticale du nœud de départ, de la première colonne. Ça va être la réaction horizontale et verticale du nœud d'arrivée, en plus du moment à l'appui. Ok. Alors c'est de cette façon qu'on va retrouver
qu'on va retrouver nos déplacements. Alors maintenant, on va détailler toutes les étapes. Pour cet exemple, on va se baser sur cet exemple. On va faire toutes les étapes qu'on avait et on va voir comment développer à la fin un programme LAS qui va nous permettre de faire la résolution de cette façon qui semble être plus rapide, plus intuitif, puisque on va simplifier beaucoup en enlevant les DDL de l'appui. Alors, ce qui est à rappeler, on peut utiliser cette méthode lorsque le US est égal à 0 et on va considérer uniquement les DDL qui sont libres uniquement. Alors, comme on a vu tantôt, alors la matrice de rigidité élémentaire pour la colonne 1, pour l'élément 1, on peut revenir pour s'en rappeler, mais on l'a déjà vu. Oui, c'est celle-là. Euh, c'est celle-là. Alors, c'est la matrice de rigidité élémentaire. Dans le cas général, il suffit de remplacer pour chaque élément par le E, le A et le L donné. Et ça, c'est la matrice euh, de rigidité. C'est la matrice de transformation qui dépend seulement de cos, θ et sin θ. Alors, il suffit d'identifier les θ. On va retrouver la matrice lambda directement. OK? Alors, on revient à nos slides dans le cas des poutres avec la nouvelle méthode. Alors, on a remplacé EA sur L et par leur valeur. Et voyez très bien, s'il vous plaît, que ce que j'ai mis en rouge, c'est les DDL bloqués. Et ce que j'ai mis en vert, c'est les DDL qui nous intéressent. Alors, vous voyez, ici, on a 0, 0 pour dire que ça ne nous intéresse pas, ces DDL, ces équations. Le nœud de départ, c'est le 1, 2. Alors, c'est très important, la définition des nœuds. Maintenant, on va le voir. On a défini l'élément 1 en partant du nœud 1 vers le nœud 2. OK? En partant du nœud 1 vers le nœud 2. Et de ce fait, on va avoir un angle, si vous vous rappelez, c'est de 90 degrés. Le deuxième, on l'a défini, c'est du nœud 2 vers le nœud 3. Et ça va donner un angle qui est égal à 0. Et le dernier, il faut faire attention, c'est du nœud 3 vers le 4. OK? Ça, c'est les DDL de départ, ça, c'est les DDL d'arrivée. Et dans ce cas-là, l'angle, c'est moins 90 ou bien 270. Alors, pour le premier, ça nous a permis de trouver les DDL. Je rappelle très bien, chaque matrice de rigidité non identifiée par ces DDL n'a aucun sens. Alors, celle-là, on part du DDL 001 vers le nœud d'arrivée 2, 3, 4 et on a la matrice lambda en remplaçant le cos θ par ses valeurs. En faisant la multiplication qu'on a vu tout à l'heure, le K global, ça va être égal à lambda transpose fois K local fois lambda. On va retrouver la matrice de rigidité élémentaire dans le repère global sans aucun problème. Et dans le repère global, ça va nous donner les DDL 0, 0, 1, 2, 3, 4. Pareil, on va faire pour la deuxième colonne. Alors, la deuxième colonne, les DDL sont 5, 6, 7 vers 0, 0. OK. Euh, 5, 6, 7 vers 0, 0. Juste, j'attire votre attention ici. Il y a un petit problème. Les DDL au repère local, ça, c'est pas bon. OK. Je vais les corriger tout de suite avec vous parce que les DDL locales ne correspondent pas au DDL global. Les DDL global, ça c'est bon, c'est par rapport au grand X, au grand Y. Mais par contre, le premier DDL, alors si je prends ma barre partant d'ici, alors au début c'est vrai, je vais avoir un 0, c'est la verticale, le DDL 1. Le DDL 2, on va avoir un 0 aussi, c'est l'horizontale, puis on va avoir le 1, ça c'est bon. Et puis, on va aller au nœud d'arrivée. Alors, le DDL3, ça va être mon premier DDL du nœud de départ, parce qu'il est dans le sens de l'axe. Le deuxième, c'est le DDL2, mais dans ce cas-là, dans le repère local, ça va être un -2, parce que c'est le sens inverse. Et normalement, ça va être comme ça. Si je prends cette barre, nœud de départ, nœud d'arrivée, ok. Et le DDL4 est bon. Alors, ça, c'est les DDL au niveau local.
Ok, au niveau local, ça ne nous intéresse pas parce qu'il suffit de dire que je pars du nœud 1 vers le nœud 2. Mais ce qui compte, après avoir fait les multiplications, c'est les DDL par rapport au repère global. Effectivement, on a le 0, 0 pour dire le XY au niveau du point, au niveau du nœud de départ, en plus la rotation. Et le 2, 3, 4 au niveau du nœud d'arrivée. Alors, pour la deuxième colonne, on part du DDL. Alors, dans le repère global, après avoir fait les multiplications, je ne vais pas revenir à ça, mais ça va donner les DDL de départ 5, 6, 7. Ça, c'est le DDL départ vers 0, 0, 0. C'est les DDL d'arrivée qu'on a choisi de mettre à 0. Euh, Par la suite, pour la poutre, puisque θ égale à 0, alors il n'y a pas de problème, ça c'est bon, parce que les DDL de départ et les DDL d'arrivée sont confondus. La matrice de, euh, de, je m'excuse pour la poutre, ouais, ici. Alors c'est la bonne parce que la matrice, le lambda 2, oui, est égal à 1, 1, 1, 1, 1. Alors il n'y aura pas de transformation. Ok. Euh, oui, c'est ça, est égal à 0. Alors, avec ça, on a trouvé les matrices de rigidité élémentaires dans le repère local, dans le repère global. Euh, on est en ayant des zéros un peu où ça nous intéresse pas. C'est vrai qu'on a ici des valeurs, mais on va pas les utiliser par la suite lors de l'assemblage. Ok. Maintenant, on va aller à l'assemblage de la matrice de rigidité. De la même façon, alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, pour le K1, on avait les DDL 0, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est la matrice significative 1, 2, 3, 4. On va l'insérer en l'additionnant à la matrice grand K1, 1, 2, 3, 4 et en ayant 0 ailleurs. Pareil pour le K2, alors l'élément poutre, c'est le 2, 3, 4, les DDL 2, 3, 4 vers 5, 6, 7. Et dans ce cas, on va insérer toute la matrice dans leur position et en faisant aussi, en ajoutant des zéros ailleurs. Et la dernière matrice, c'est de 5, 6, 7 alors, et des zéros ailleurs. Alors on va l'insérer à une grosse matrice 7 x 7 qui contient tous les DDL et en la mettant à la position voulue et par la suite en faisant la somme de tout ça on va retrouver la grosse matrice de rigidité K. Ce qui est à noter, je ne l'ai pas écrit ici, mais ce K qui est 7 par 7, c'est réellement que le KFF. C'est pour ça qu'on ne va plus écrire le KFF, parce qu'on sait d'avance qu'on a choisi de compiler seulement les degrés de liberté libre. Alors nous, on a fait l'assemblage. Alors on a vu la dernière fois, j'ai montré ça rapidement, ce qu'on appelle la matrice de location, la matrice LM. On utilise avec l'AS, avec la fonction assemble pour assembler directement et insérer les coefficients à leur position, les coefficients de la matrice de rigidité élémentaire dans la grosse matrice de rigidité globale. Alors, la matrice LM, je rappelle, c'est une matrice toujours à 6 éléments, 3 nœuds de départ, 3 nœuds d'arrivée, les DDL en X, en Y et en rotation du nœud de départ, en X, en Y et en rotation du nœud d'arrivée, et elle a le même nombre de colonnes que le nombre d'éléments. Alors, par exemple, dans notre cas, pour l'élément 1, puisqu'on a choisi par de là à là, alors ça va donner 0, 0, 1, 2, 3, 4. Et pour l'élément 2, ça va être 2, 3, 4 vers 5, 6, 7. Et le dernier élément, le net départ, c'est le 5, 6, 7 vers 0, 0, 0. Alors, vous voyez, on va voir par la suite, lorsqu'on va utiliser l'AS, cette fonction, elle pourrait être générée directement par l'AS et on va l'utiliser à chaque fois qu'on va utiliser la fonction assemble pour assembler les DDL à la bonne position. Après avoir assemblé la matrice de rigidité élémentaire, alors
il y a un point important, c'est l'assemblage des vecteurs force. Alors, les exemples qu'on a vus jusqu'à présent avec les treillis, puisque la plupart des treillis ne considéraient pas de charge uniformément répartie, entre les nœuds, ça prend en général uniquement les charges sur les nœuds, on n'avait pas ce problème. Par exemple, dans ce cas-là, on avait une charge de 100 kN au niveau du DDL2. Alors, à la base, on a un grand P qui contient 7 DDL, qui représente réellement le PF. On a dit qu'on va pas le nommer, mais à la base, au début, on a ce P avec un 100 kN au niveau du DDL2. Par contre, avec les éléments poutres, on peut avoir des charges réparties. Et la méthode matricielle de déplacement ne permet pas de calculer les forces réparties. En fait, on fait les calculs par rapport au nœud. Alors, on va utiliser l'annexe B3. C'est les réactions d'appui fixe causées par des charges. Ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est les réactions causées par rapport à un déplacement. Maintenant, on a les réactions causées par des charges. Alors, euh, je peux aller ouvrir l'annexe B6 pour vous montrer les cas possibles qu'on peut avoir où on aurait euh, à transférer les charges. Alors, le B, on va aller au B3. Alors, vous voyez ici, on peut avoir une force ponctuelle au centre et on ne veut pas avoir un DDL spécifique ici. On veut répartir les forces au nœud. On peut avoir, pour un cas de chargement réparti, c'est ce qu'on avait, et on peut avoir, pour le cas des charges triangulaires ou une charge répartie sur une partie ou un moment ponctuel, une force normale au centre de la poutre ou même pour une torsion. Ok, ça va nous donner les réactions équivalentes. Alors, comment on va se dire? L'idée, la logique derrière ça, c'est que moi, je peux pas calculer les forces ici réparties. Je vais reprendre leurs effets et les distribuer au nœud comme si j'avais déjà appliqué la charge. Alors, c'est une petite manipulation. C'est pour ça que ici, ce qu'on note, c'est les réactions. Alors, vous voyez, pour une charge répartie, les réactions, les deux sont positives. Le moment ici, c'est un moment positif, ici un moment négatif, et on n'a pas de force horizontale. Par contre, nous, on va transférer ça en termes d'action. Alors, pour avoir ces réactions-là, c'est pour ça que euh, ici on applique les charges, dans le cas des charges réparties, on applique un 0 pour l'effort normal, il y a rien, c'est le NI. On applique un moins WL2, vous voyez, au niveau de RA, et on applique un moment inverse, c'est moins WL carré sur 12. Ça, c'est le nœud de départ A. Le nœud d'arrivée, on a aussi la réaction, on a la réaction horizontale, c'est nul, on a le 0, et on a le moins WL sur 2 en termes de réaction, en termes d'action plutôt. La réaction c'est WL sur 2, la réaction c'est moins de WL sur 2, et le moment c'était moins WL carré sur 12, alors on le met ici WL carré sur 12. Alors on peut garder la définition d'une façon globale, alors il suffit de calculer ça, et ce que j'ai mis ici, c'est que on avait les réactions ici, alors on va les ajouter en termes d'action au vecteur P. Notre vecteur P ici qui avait seulement les charges ponctuelles connues, auxquelles on va rajouter les actions, ce qu'on a fait, ou bien on peut dire qu'on retranche les réactions qu'on a ici. Alors à vous de choisir. L'essentiel lorsque vous allez définir le vecteur P2, on va le voir après, il suffit de garder les mêmes équations. Si on a ici calculé en termes d'action, alors on peut ajouter plus. Si on a calculé en termes de réaction, c'est-à-dire les valeurs inverses, il faut le retrancher du vecteur P. Et là, on va trouver notre vecteur P qui contient les forces qui vont engendrer les mêmes déformations dans la structure contenant les forces déjà appliquées ponctuelles, le P, et le 100 kN, et contenant l'effet l'effet de la charge uniformément répartie, distribuée dans les nœuds adjacents. Ok,
Alors, ce qu'on a fait ici à la main, vous voyez ici les DDL qui nous intéressaient, c'est le DDL 2, 3, 4 vers 5, 6, 7, 2, 3, 4 vers 5, 6, 7, lorsqu'on a calculé, mais qui représentait réellement, parce que ce petit p, c'est dans le repère local. Mais puisque notre poutre, elle est définie du nœud 2 vers le nœud 3 avec un angle 0, alors les DDL locaux sont exactement les mêmes, les DDL globaux, c'est les DDL 2, 3, 4 vers 5, 6. Alors, d'une façon globale, il manquait le DDL 1, on allait ajouter un 0 et on pouvait composer. Ça, c'est lorsqu'on fait à la main. Une autre fois, la fonction last assemble, en utilisant la fonction, euh, la matrice de location LM, on pourrait l'utiliser pour introduire, pour assembler le grand vecteur P en plus de ces charges, assembler ces vecteurs P des charges transférées au nœud, les charges réparties transférées au nœud, les assembler au grand vecteur P. Mais ce qui est important, que dans notre cas maintenant, on dispose maintenant du vecteur force globale, alors qui contient les charges réparties et les charges ponctuelles. Ok. Alors par la suite, qu'est-ce qu'il reste à faire? On sait que le K fois U qui est égal à P. On va pas inverser la matrice K. On a dit pratiquement, on va utiliser la fonction solve de l'as. Il y a plusieurs décompositions, la décomposition de Cholesky ou bien les matrices supérieures ou inférieures, les matrices triangulaires supérieures ou inférieures pour la résolution des problèmes. C'est sûr, c'est beaucoup plus simple que d'inverser une matrice. Alors, la résolution, ça va nous permettre de donner le vecteur U avec les DDL 1, 2, 3. On n'oublie pas que le 1, c'est en rotation, en radian. Le 2, 3, 4, c'est des déplacements en mètres. 5, 6, c'est le 4 et le 7, c'est des rotations en radian. Et le 5, 6, c'est des déplacements horizontaux et verticaux. Ok. Euh, Ça, c'est le grand vecteur U et qui était équivalent à notre UF qu'on calculait. Ok, on a trouvé notre UF. Alors, maintenant, on a besoin de retrouver les efforts internes. Si vous vous rappelez, pour retrouver les efforts internes, on avait besoin de calculer les vecteurs déplacement par rapport à chaque élément barre dans le repère global. Alors, en utilisant aussi la matrice de location, on sait que le déplacement, le vecteur U1 global, ça va être 0, 0 pour les deux déplacements horizontal et vertical, puis la rotation, puis les DDL2, 3, 4, on les prend, alors le DDL2 c'est 0,059, c'est juste les assigner à la bonne position. Pareil pour le vecteur déplacement de la barre U2 dans le repère global, ça va donner 2, 3, 4. On va prendre les valeurs de 2, 3, 4, 5, 6, 7 du nœud d'arrivée et le vecteur U3. On a dit, c'est très important, c'est du nœud 3 vers le 4. Alors on commence par les DDL 5, 6, 7, 5, 6, 7 horizontal, vertical et rotation vers, on prend les trois, vers 0, 0, 0, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de tassement d'appui, et ça c'est des déplacements égal à 0. Ces valeurs vont nous être utiles par la suite, parce que à ces positions-là, lorsqu'on va calculer notre vecteur d'effort interne pour tracer les diagrammes, les efforts au nœud, le diagramme de corps libre, le P, le vecteur P par élément barre, ils vont représenter les mêmes positions des réactions dont on avait besoin. Ok. Alors, alors c'est bon, on dispose des vecteurs de déplacement pour chaque élément barre. Par la suite, on va aller au calcul des efforts internes, le NIVI, MI. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on l'a vu dans l'introduction générale de cette méthode, on avait le petit pi dans le repère local qui est égal à le KI fois le lambda I fois le vecteur UI qui représentait le U bar dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, le PI, les vecteurs de force internes, les efforts internes, les forces, les efforts internes par membrure ou nœud, le N1V1, M1 vers N2, V2, M2. On a les matrices de rigidité élémentaire pour chaque élément, on a les matrices de transformation, les lambda, et on a trouvé nos vecteurs U
barres, le U1, U2, U3 dans le repère global. Ce qu'il faut faire, c'est faire juste cette multiplication et on va retrouver nos efforts. Alors pour le nœud 1, on n'oublie pas, c'est très important par rapport au repère local. Nos DDL sont de ce sens. Le U1, il représente l'effort normal N1. Le U2, il représente le V, l'effort tranchant. Et le U3, c'est la rotation. Pareil, U4, U5, U6. Ok. Alors, pour le P1, on avait seulement les efforts appliqués sans aucun problème. Et le P3, pareil, on avait les efforts déjà calculés. Sauf que, il faut pas oublier pour le P2, ok, le P2, on avait calculé une force répartie qu'on a distribuée en termes d'action pour retrouver les efforts en déplacement manuellement en assemblant le grand vecteur P, ce qu'on a fait ici, ok. On avait distribué ces efforts, ok, en termes d'action. Alors, il faut pas absolument d'aller retrancher ces actions. Alors, vous voyez ici plus les réactions ou bien moins les actions. De toute façon, tout à l'heure, on a compilé, on a ajouté des valeurs négatives, moins, ok? Alors, c'est comme si on doit les retrancher après avoir les ajoutés pour retrouver le vecteur force réel du nœud de départ, le N1, V1, M1, N2, V2, M2 de cette barre. Alors, ça c'est puisque la barre elle est horizontale, le θ égale à 0, alors dans le repère global, pareil, ça va être le DDL 2, 3, 4 et le DDL 5, 6, 7, les forces par rapport à ces DDL. Alors c'est très important, s'il vous plaît, à chaque fois qu'on a une force répartie, pour pouvoir calculer les déplacements, on remplaçait cette force par les actions équivalentes aux nœuds adjacentes, mais après avoir calculé les efforts internes aux nœuds adjacentes, il faut absolument aller retrancher les forces qu'on a rajoutées pour retrouver le vrai vecteur force. Alors ça va nous permettre de retrouver les efforts internes, comme vous voyez, ou plutôt le diagramme de corps libre pour chaque élément barre. Alors je vais montrer rapidement, par exemple pour le N, pour l'élément 1. Alors pour l'élément 1, on a une force de moins 6.3. Alors ça c'est mon U1 dans le repère local. Alors ça va être l'inverse 6.39 ou 6.4 vers le bas. Alors le V, l'effort tranchant, c'est 20.51 et c'est vers le haut, alors c'est le même sens. Alors par rapport à ma barre, ça va être à gauche vers ce sens, effectivement, c'est l'effort normal. Mon moment égal à 0, c'est tout à fait normal parce que l'articulation elle est libérée, alors il n'y a pas de résistance au niveau du moment, le moment est égal à 0 si on recule. Vers le nœud d'arrivée, alors le 6.39 c'est vers le haut, c'est le 6.4 parce qu'il est du même sens du U4, le DDL, dans le repère local. On n'oublie pas que jusqu'à présent, on est en train de travailler dans le repère local. Pour le cas de P2, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça change pas parce que ma barre, elle est horizontalement θ égale à 0, alors le repère local et le repère global sont confondus. Par contre, il faut faire attention euh, lorsque par exemple mes nœuds de départ sont en haut, mon nœud d'arrivée sont en bas, par exemple pour le cas du P3. Ok, alors pour retrouver mes forces, mon diagramme de corps libre, alors ça c'est le nœud de départ, ça c'est le nœud d'arrivée. Alors on a une valeur positive 78,39, on va dire 78,4, et elle est par rapport au nœud d'arrivée, elle est sortante au nœud 78, virgule, c'est le N. Je m'excuse, c'est le U1, ça représente le nœud de départ. Alors elle est rentrante au nœud positive, alors c'est la bonne. Puis la deuxième, c'est vers la droite. Vous voyez, imaginons que celle-là, on l'a fait tourner pour qu'elle soit verticale, pour que ce soit ça le départ et ça c'est le nœud d'arrivée. Ça va ressembler un peu à ça. Alors ça va donner U1, U2, U3, puis ça va donner le U4 vers le bas. C'est dans ce sens. On fait tourner et ici on va trouver alors
pour euh, le nœud de départ. Alors, la première, c'est vers rentrant. La deuxième, c'est positive aussi, c'est 79.5 ou 0.49. Alors, elle est à droite et on continue. Ok, alors, ce que j'aimerais attirer votre attention ici, c'est que on pourrait retrouver les réactions. Ok, les réactions, ça va représenter ces valeurs, ces deux valeurs, puis ces trois valeurs exactement à la même position des vecteurs U dans le repère logo. Ok, alors ce qui est important ici, c'est que ma réaction, par exemple, la première, le moins 6.4 ici, la première, c'est le RY1. Ok, il faut faire très attention pour bien identifier par rapport à mon axe. Alors la première, c'était celle qui donnait l'effort normal, l'effort normal au nœud de départ, et c'est une réaction négative de 6.4. La deuxième, ça donnait 20.5, sauf que ce 20.5, il représente le moins Rx1. Pourquoi? Parce que mon axe 2, dans le repère local U2, il était dans ce sens. Ok, ça c'est mon U2. Par contre, moi, mes DDL dans le repère global, elles sont vers le haut plutôt et vers la droite. Alors, il faut faire attention, ça c'est en termes de réaction, c'est le moins Rx1 par rapport au repère local. Pareil, à la fin, ici, les 3 DDL, alors le moins 78.4, ici, ça va représenter l'effort normal et ce n'est que le moins le RY4. Pourquoi? Parce que dans le repère local, le nœud d'arrivée, il est sortant au nœud, il est dans ce sens, ok? Alors que moi, dans mes DDL globaux, le vecteur, normalement, il aurait été être vers le haut. C'est pour ça qu'on a les valeurs inverses. Le moins Y4, le Rx4, ça va être le même sens, il n'y a pas de problème. Et le moment aussi, il n'y a pas de problème. Alors, c'est comme ça qu'on peut retrouver, mais vous voyez, c'est compliqué de les retrouver dans le repère local. Alors, une façon de le faire, c'est de passer le vecteur au repère global, les vecteurs forces qu'on trouve, les forces internes des membrures, au lieu de les trouver en termes de N et de V et de M, on va les trouver en termes de DDL directement. Alors, on va utiliser la formule du passage, la matrice de transformation, du repère local vers le repère global pour les forces. Alors, ça va donner, si on multiplie les vecteurs forces locaux par le lambda transpose correspondant, on va retrouver les vecteurs forces au nœud par membrure dans le repère global. Et dans ce cas-là, on va retrouver les vecteurs P1, P2, P3. Alors cette fois-ci, ça va être beaucoup plus simple de cette façon. Alors on va retrouver, au lieu de trouver le N et le VEM, on va trouver la force horizontale qui va représenter directement le Rx1 qui est égal à moins 20.5, c'est le bon sens, c'est beau. Le RY1 qui va être moins 6.4. Alors vous voyez maintenant, on se réfère par rapport à l'horizontale verticale, le grand X, le grand Y et la rotation dans ce sens, sans avoir euh, à faire des changements, à trier à la main l'horizontale et la verticale par rapport aux efforts N et V et M. Alors exactement pareil, de la même façon, le nœud d'arrivée, ici après avoir fait les multiplications, on sait que ça va donner l'horizontale, verticale et rotation. Alors l'horizontale, c'est moins 79, c'est bien, on voit que c'est le sens inverse de mon vecteur, mon DDL qui devrait être à droite. Le 78.4, c'est vers le haut, c'est positif sans problème, et 245, c'est dans ce sens sans aucun problème pour le moment. Alors, de cette façon, on peut créer un vecteur, on va l'appeler par exemple un vecteur R, où on va insérer ces deux valeurs pour le nœud 1 et ces valeurs pour le nœud 4, notre appui, et comme ça on va sortir nos réactions. Alors, on a terminé avec la présentation.
j'espère que ça a été clair. On va revenir durant le cours pour répondre vos questions. Mais cette façon, on voit que ça devient un peu plus intuitif et un peu plus, disons, un peu plus direct, la façon de retrouver les déplacements. Par la suite, une petite manipulation à faire pour retrouver des efforts internes et pour retrouver, les transformer dans le repère global par membrure, puis retrouver mes vecteurs euh, plutôt mes réactions. Ok. Alors maintenant, je vais finir par un exemple sur l'as. En fait, c'est le même exemple. Je vais l'expliquer sur l'as et on va arrêter la vidéo d'aujourd'hui jusque là. Mais il y aura une autre vidéo par la suite. Comment on ajoute comment on ajoute les DDL. Euh, Comment on ajoute un relâchement dans une membrure, dans une structure. Mais maintenant, on va aller euh, à l'as, ok? Et on va faire cet exemple de même sur l'as, ok? Alors, vous vous rappelez, on a vu, il y a des sections qui restent un peu les mêmes par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière. Par contre, cette fois-ci, il y a un petit changement au niveau de l'assemblage des matrices de rigidité. Premièrement, on va commencer par la définition des nœuds. Je vous rappelle que ces fichiers, vous pourriez les utiliser directement par la suite, il faut les modifier. C'est pas vraiment recommandé de refaire un fichier à chaque fois à zéro, mais c'est plus de faire des modifications. Alors, mes nœuds, j'ai le nœud 1, 0, 0, le nœud 2, c'est 0,5, 0 en X, 5 en Y. Le nœud 3, c'est le 6 en X et 5 en Y. Et le nœud 4, c'est 6 en X et 0 en Y. Alors j'ai défini mes nœuds, ça c'est mes ordres, l'ordre des nœuds, 1, 2, 3, 4. Puis on définit les équations, les DDL. Alors, comme on a dit qu'on va assembler seulement la matrice de rigidité élémentaire quand on va assembler la matrice de rigidité avec les degrés de liberté libre seulement, il n'y a pas aussi de tassement d'appui. Alors, mes DDL, ça va être le 0, 0. Ok, pour le nœud départ, le nœud départ, tel qu'on l'a défini, 0, 0, 1. Ok, puis vers le nœud 2, on va voir les DDL 2, 3, 4. Le nœud 3, on va voir les DDL 5, 6, 7. Et le quatrième nœud, on va avoir 0, 0. Il faut les mettre. Ok, même s'il n'y a pas de DDL, parce qu'il faut que le nombre de nœuds corresponde exactement au nombre de lignes des équations. Par la suite, il faut aller définir mes membrures. Alors, le nœud 1, la membrure 1, on l'a définie du DDL 1, du nœud 1 vers le nœud 2. Ok, dans ce sens. Puis du nœud 2 vers 3, puis du nœud 3 vers le nœud 4. Ok. Et là, la fameuse matrice LM, notre fameuse matrice LM, qui va permettre qu'on va l'utiliser à chaque fois qu'on va assembler la matrice de rigidité en un vecteur force, mais c'est une matrice qui est créée directement avec l'as beam make lm. C'est la matrice qui va permettre de localiser nos DDL par rapport aux membrures. Alors il va la créer directement. Je rappelle ici la matrice lm. Oui, c'est cette matrice. Alors, c'est une matrice toujours 6 lignes, les DDL du départ, les DDL d'arrivée, et le nombre de colonnes, c'est le nombre d'éléments. Alors, dans notre cas, ça va être une matrice 4 colonnes, 6 lignes. 6 lignes, 4 colonnes, qui va contenir les DDL de départ, les DDL d'arrivée euh, pour chaque membrure. Ok, on continue. Alors, par la suite, on introduit les propriétés. Alors ça, c'est les propriétés qu'on peut introduire. C'est le A, c'est l'air. Le AS, c'est l'air effectif en cisaillement.
ce qu'on appelle le AR aussi, ce qu'on appelait dans les notes de cours le AR, la réduite, puis le moment d'inertie, et puis le module Young, euh, et le coefficient de Poisson en plus de la densité. Alors si on n'a pas besoin de mettre toutes les valeurs, c'est pas la peine de les mettre, sinon on peut mettre alors les propriétés qu'on a. On a le A qui est le 1000 mètres carrés, c'est le 1 10 à la puissance 3 millimètres carrés. Alors si on le remplace, ça va faire 1 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 6, ça va donner 0,01. Pareil pour le I, ok. Pour le I, c'est 2010 à la puissance 6, ou on peut dire c'est 2 10 à la puissance 9 millimètres 4. On multiplie par 10 moins 12, ça va donner 10 moins 3, 2 10 moins 3, c'est en mètres 4. Et on peut garder le module Young, le seul, on peut le garder en termes de kilonewton, ou plutôt en kPa, kilonewton par mètre, parce qu'on va appliquer nos forces en termes de kilonewton. Alors c'est le 200 GPa, c'est le 2 10 à la puissance 11, on le transfère par un 10-3 pour avoir le 2 10 à la puissance 8. Euh, de 10 à la puissance 8 pour le transfert en termes de kilonewton par mètre. Je m'excuse. Oui, c'est bien ça. De 10 à la puissance 8 kilonewton par mètre. Ok. Ok. Alors, la partie suivante, ce que j'aimerais attirer votre attention avant, j'ai oublié, c'est les DBL pour dire les positions, c'est des réels. Le int pour dire que les équations, c'est des entiers, c'est des integers. Pareil, la définition des beams, c'est des integers. Pour la matrice de location aussi, c'est des integers. Pour les propriétés, c'est des DBL. Pour euh, les matrices de rigidité aussi, c'est des DBL. Et cette fois-ci, on va utiliser la fonction beam_make_k. Ok, on avait le truss make k avant pour le cas des treillis, mais maintenant on remplace ça par beam_make_k. Alors, on va appeler ça le K1. On l'a écrit en majuscule parce qu'on veut l'avoir directement dans le repère global. Alors, c'est l'élément 1. On va utiliser la position XY et on va utiliser la définition des éléments, le beam_IL, avec les propriétés qu'on a définies, prop. On aurait pu avoir prop 1, prop 2 pour chacune d'entre elles, mais puisque c'est la même structure, on va définir juste prop. Et puis, le grand G pour dire les coordonnées globales. On aurait pu remplacer ça par local, mais par la suite, il faut les transférer à la main, faire des multiplications pour, avec le lambda transpose à gauche et le lambda à droite pour retrouver la matrice de rigidité dans le repère global. Ok, alors pour le K2 c'est l'élément 2, pour le K3 c'est l'élément 3. On peut utiliser la fonction print, comme on peut ne pas l'utiliser, c'est juste elle va afficher ça dans l'onglet output, mais on peut sans les mettre, on peut les voir directement dans l'onglet matrice. Ok, par la suite on crée ce qu'on appelle les matrices de transformation, les lambda. Alors elles sont créées directement et ils vont utiliser les positions. Le T1 par exemple on l'appelle, ça a été créé par beam_make T1. Alors l'élément 1, on va utiliser la position et la définition du nœud. Il va faire le calcul des angles et tous les θ pour retrouver la bonne position. Alors après avoir créé ces T1, si on avait par exemple créé nos K1, petit K1, K2, K3 dans le repère local, et si on multiplie par T1 transpose fois K fois T1, on va retrouver exactement le même K1. Ok, alors maintenant, il y a une matrice dont j'ai parlé, mais on n'a pas détaillé, c'est la matrice FD, c'est Force Displacement, c'est la matrice FD, et je l'ai montré ici, elle n'est que la matrice K fois lambda, ok. Alors, puisque nos vecteurs de force internes, les efforts internes, elles vont être égales à le K fois le petit u,
ok? Euh, et le petit u, c'est égal à le lambda grand U, et nous, on calcule le grand U directement dans notre matrice, alors ça serait utile d'avoir cette matrice K fois lambda qu'on appelle la matrice FD, Force Displacement, on l'appelle comme ça parce que elle permet tout simplement de nous donner la force dans le repère local en ayant le déplacement dans le repère global après avoir résolu notre problème. Alors, on revient à la matrice FD. Alors, on crée le FD1, le FD2 et le FD3 qui n'est que le K1 fois lambda 1 fois K1 fois T1, K2 fois T2, K2, K3 fois T3, ou bien on peut les créer directement, BIM make FD, et on va utiliser les positions XY et la définition des membrures en plus des propriétés. C'est la matrice FD1, FD2, FD3. Par la suite, ce qui reste à faire, normalement, l'étape suivante, c'est l'assemblage. Là, j'ai défini toutes mes matrices, mais ce qui reste, c'est l'assemblage des matrices de rigidité élémentaire. Alors, maintenant, on va définir d'abord une matrice de rigidité, euh, une matrice de rigidité. Ça, je corrige, c'est des matrices 7 par 7. Parce que ça a été copié d'un autre fichier. Alors, on change pas souvent les commentaires, ok. Mais la matrice K, c'est une grosse matrice 7 par 7, comme on a vu. Alors, les étapes de de l'assemblage, ok, c'est une matrice 7 par 7 qui va contenir tous les DDL. Et on va utiliser, comme on a dit ici tout à l'heure, la matrice de location pour localiser nos DDL et les assembler à la bonne position avec les insertions. Alors, on va assembler la fonction assemble dans la matrice de rigidité K globale, la matrice nulle qu'on a créée 7. 0,7, ça veut dire c'est matrice 7 par 7. J'aurais pu écrire 7,7, ça change absolument rien. C'est la même chose, ok? On va insérer la matrice K1 en utilisant la matrice BIM LM qu'on a créée, la matrice de location, pour l'élément 1. Alors il va savoir c'est quoi les DDL et il va insérer la matrice K1 à la bonne position K. On répète la même chose, assemble K dans K, la matrice K2 pour l'élément 2, assemble dans K, la matrice K3 pour l'élément 3. Et par la suite, après avoir terminé de créer notre matrice de rigidité élémentaire, ce qui restait la partie d'après, c'est assembler notre vecteur force. Alors on va suivre exactement le même cheminement comme ici. D'abord, on va créer un vecteur force. 7, 1, c'est pour dire que c'est un vecteur 7, une seule colonne. On n'a pas le droit d'écrire 7 seulement parce que ça va être une matrice 7 par 7. Ok, alors pour définir un vecteur, il faut dire que c'est 7 lignes, une seule colonne, et on associe à notre vecteur f à la position 2, 1, pour dire que toujours c'est une colonne, c'est une matrice 2 par 1, la force qui est égale à 100. C'est ce qu'on a mis ici à notre vecteur, c'est cette étape. Ok, par la suite, on a créé, maintenant on veut distribuer notre charge de 12 kN à droite et à gauche. Alors on a créé un vecteur ML2, c'est ce vecteur-là, le vecteur ML2. Alors nous, on l'a défini, le vecteur ML2, positif en termes de réaction. On a choisi par exemple ici de le mettre en termes de réaction. Alors ça va donner 0, 36, 36, 0, 0, 36. Ok? Alors on sait que ça c'est mes réactions. C'est pour ça que par la suite, pour le retrouver dans le repère global, parce que ça c'est le repère local, on doit absolument le mettre DBL, ML2, on doit le mettre dans le repère global. Ok, on multiplie par -1 pour trouver les actions. On a dit, j'aurais pu mettre ici des moins en termes d'action, ok, et ici ne pas multiplier par -1
c'est correct, l'essentiel que ce soit conforme par rapport à ce qu'on a fait. Alors, dans notre cas, cette étape, elle n'est pas vraiment importante parce que on sait que la membrure 2, le repère local et global sont les mêmes. Ok, mais imaginons qu'on avait une structure avec des inclinaisons ou quelconque. Effectivement, c'est très important d'assembler les DDL à la bonne position dans le repère global parce qu'on va calculer les déplacements dans le repère global. Ok. Ici, j'ai sauté une étape, c'est très important, mais ça concerne uniquement l'affichage, ce qu'on appelle le post-processeur. Alors, c'est le GUI Load Distributed, -12 pour dire qu'on applique une force vers le bas par rapport à mes DDL. Alors, si je pars du nœud 2 vers le nœud 3, alors mes axes locaux sont dans ce sens, alors j'applique -12 vers le bas. Ok, et sur l'élément 2. C'est ce que ça veut dire le GUI Load Distributed. Alors, il y a d'autres fonctions qu'on peut aller voir ici sur l'AS. Il y a les commandes, les commandes de maths, par exemple ABS absolu, sin hyperbolique. Il y a les fonctions des matrices, la résolution et tout. Et il y a aussi euh, pour le post-processeur, l'affichage, le GUI Load Distributed ou bien Concentrated, ok, pour l'usage des forces concentrées lorsqu'on veut pas créer vraiment un nœud au centre, mais on veut redistribuer les efforts à droite et à gauche. Ok, alors ça c'est pour les charges réparties. On a distribué les efforts et on a créé le vecteur force d'action équivalente de cette force-là qu'on aurait pu appliquer à droite et à gauche pour avoir la même déformée et le même déplacement de cette poutre. Ok, alors notre ML2G, qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est l'assembler au grand vecteur P. C'est cette étape qu'on faisait à la main, en identifiant à la main les DDL. Alors avec l'AS, on peut le faire directement avec la fonction assemble et bien sûr toujours avec la fameuse fonction BIMLM, la matrice de localisation, location, BIMLM. Alors on va dire assemble dans le vecteur F qu'on a créé, le 7,1 auquel on a ajouté au DDL2 100. Alors il va assembler, il va ajouter le ML2 dans le repère global en termes d'action. Ok, en utilisant la matrice BIM-LM pour l'élément 2, et ça c'est le virgule 1, c'est le cas de charge 1, on aurait pu avoir plusieurs cas de chargement, ok, cas de charge 1, cas de charge 2, ou selon pour chaque vecteur, c'est comme si on aurait pu, pour la résolution de U fois P, on aurait pu avoir plusieurs vecteurs de P, verticaux, ok, plusieurs cas de charge, on aurait pu calculer pour le cas 1, cas 2, cas 3, ok, mais dans notre cas, on a seulement un seul cas, alors on peut le garder à 1 et dans la plupart des cas, on va utiliser seulement un seul cas de charge, alors ça va être toujours virgule 1. Ok, alors après avoir assemblé notre vecteur F, force, il suffit de retrouver le vecteur U qui est le vecteur des déplacements, le vecteur qu'on a trouvé ici, le grand U, pour les différents DDL. Ok, alors comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise la fonction solve k fois f, k-1 fois f. Alors le u est égal à solve k par rapport à f, c'est comme résoudre k fois u est égal à f, la résolution de l'équation. Ok. Après avoir résolu, normalement, qu'est-ce qu'on faisait? On calculait nos vecteurs déplacement par membrure et on calculait par la suite nos vecteurs d'effort interne dans le repère local. Ok, les vecteurs PI qu'on va utiliser la matrice K-lambda, la force displacement pour retrouver les vecteurs, les forces en nœud par rapport à chaque membrure. Alors sur l'as, on le fait aussi d'une façon directe. Alors on a déjà calculé nos matrices FD1 et on va utiliser la fonction internal forces. Alors ce qu'on appelle F1,
c'est exactement le P1 minuscule, s'il est dans le repère local. Internal Forces, on va utiliser le FD1. On va résoudre par rapport au vecteur U global, et on va utiliser la matrice de location pour l'élément 1 pour reprendre les bandes DDL à la bonne position des vecteurs U, ce qu'on avait ici la dernière fois. En même temps, il va créer ces vecteurs U, les repositionner avec la matrice de location, puis on va calculer les vecteurs force euh, dans le repère local. Ok, alors pour la matrice F3, c'est la même chose. Par contre, c'est très important pour la matrice F2. Alors, vous vous rappelez que lorsqu'on calculait les vecteurs force interne dans le repère local, il faut absolument à la fin retrancher les forces, les efforts qu'on avait. Alors, si vous vous rappelez, je reviens au diapo, c'est ici. Ok. Alors, le P2 qu'on retrouve, il représente les forces, mais comme s'il y a des forces appliquées à droite et à gauche. Mais nous, réellement, on n'a pas de force appliquée, alors il faut aller les retrancher. Ok? On revient à l'as. Alors, ce qu'on a appelé ici le ML2, si vous vous rappelez, le ML2, c'est le vecteur force des réactions. Ok? On l'a multiplié par -1 pour l'ajouter en tant qu'action dans le repère global. Et puis, dans le repère local, on va tout simplement le rajouter. On reprend le ML2, mais en tant que réaction. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on a fait ici, les valeurs, on a ajouté puis on a retranché. Ok, on revient à l'as. Et ça, on le fait pour chaque membrure, pour n'importe quelle membrure euh, qui nous qui contient des charges réparties. Il faut absolument le faire créer les vecteurs force dans le repère local, annoncer au poste processeur la charge répartie, créer le vecteur force global, on peut le créer maintenant en termes d'action, puis pour le retrancher après, on reprend il ne faut pas les oublier à la fin. Ok. Euh, Par la suite, après avoir créé nos F1, F2, F3, on a dit pour euh, il y a un nom, c'est le BIMIF, ça c'est important pour le post-processeur aussi. C'est une matrice qui est toujours 6, c'est 6 lignes et qui a le même nombre de colonnes. Ça ressemble un peu à la matrice de location, sauf que ça contient les efforts internes. Et ça permet au post-processeur de faire l'affichage des diagrammes d'efforts normal, tranchant et moment fléchissant. Alors, on indique que on crée une matrice BIMIF 0, 6 lignes, 3 colonnes, NVM, nœud départ, NVM, nœud d'arrivée, et pour chaque colonne, elle représente une membrure. Et on associe le F1 qu'on a créé à BIMIF 1.1, on associe le F2, notre vecteur F2 qui est 6.1 à la colonne 2. Alors c'est à la ligne 1, colonne 2, on l'associe, il va l'insérer et à la, juste pour comprendre un peu l'insertion, alors imaginons qu'on a une matrice, euh, je vais le faire ici, alors ok, on avait une matrice 6 par 6, ok, euh, plutôt, non, on avait une matrice 6 par 3, alors 3 colonnes, 2, 3, ok, mais on avait 6, 1, 2, 3, puis 1, 2 et 3, ok. Alors, ma matrice, ça c'est la colonne 1, 2, 3, puis la ligne 1, 2, 3,
1, 2 et 3. Ça, c'est par exemple ma matrice BMIF. Alors, comment on fait l'insertion? Nous, on dispose d'un vecteur 6 par 6 qui contient 6 par 1 qui contient trois éléments NVM dans le repère local F. Et je veux l'insérer à quelle position? Par exemple, le F1, je viens l'insérer à la position 1, 1. Alors, c'est comme si je dis, tu prends le premier élément, tu le mets ici, mais tu insères aussi le reste, les autres. C'est comme ça, il va insérer toute la colonne. C'est pour ça que par la suite, si on veut insérer le F2 par exemple, on va l'insérer à la position, la ligne 1, la position, la ligne 1, la colonne 2, on va l'insérer ici. Alors il va le mettre ici, le premier élément, et il va insérer le reste aussi en bas. Et c'est pareil pour le F3, on l'insère à la position F1, 3, c'est-à-dire la ligne 1, colonne 3. Il va ramener le vecteur, il va insérer le premier élément ici, mais aussi il va insérer le reste en dessous. Alors c'est pour ça que c'est comme ça qu'on va utiliser plutôt la matrice, l'insertion des matrices, ok? Et on va utiliser la même chose pour les manipulations des matrices, comme on a fait pour l'extraction des sous-matrices KFF, KSS, pareil pour l'extraction des réactions, ok? Alors maintenant, après avoir inséré à la position 1, 1, 1, 2, première ligne, deuxième colonne, première ligne, troisième colonne, le F1, F2, F3, on a créé notre matrice avec les efforts internes et on peut aller voir les efforts internes. Ce qui reste, sortir les réactions, ok? Alors, puisqu'on a les réactions au niveau de la membrure 1 et la membrure 3 seulement. Ok, alors tout ce qu'on va faire, c'est on va créer ce qu'on appelle F1G global, pour dire dans le repère global, le F3G global, et on va transférer avec le transpose de T1 et le T3, le F1 et le F3. C'est ce qu'on a fait à cette étape, le passage dans le repère global, lambda transpose fois le P pour retrouver directement à la bonne position le Rx, le Ry et le moment, le Rx, le Ry et le moment. Et ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est tout simplement après avoir créé ces vecteurs pour retrouver les réactions, on va créer un vecteur réaction. Ça n'a rien à voir avec l'affichage. C'est nous qu'on a créé un vecteur réaction. C'est un vecteur 5 éléments parce que je sais que j'ai 5 réactions, une seule colonne pour dire que c'est un vecteur. Et on va insérer à la position 1, 1. C'est exactement ce que je montrais tout à l'heure. À la position 1, 1, le F1G, mais je vais pas l'insérer au total, je vais insérer seulement le F1G de la position 1,1 à la position 2,1. La position 1,1, c'est première ligne, première colonne, vers la position deuxième ligne, première colonne. 1,1, 2,1. C'est comme si je vais prendre cette partie, ces deux-là, ok? Et je vais les insérer à quelle position? À la position 1,1 de mon vecteur réaction pour les mettre en premier. Et par la suite, je reviens à l'as, et par la suite, je vais insérer à partir de la position 3, pourquoi? Parce que mon vecteur réaction qui était à 5 éléments, ça c'est les réactions, les deux premières ont été prises. Ok? Alors, à partir de la troisième position, et il me reste 3 éléments à insérer, à partir de la troisième position, je dois insérer ces 3 éléments-là. Alors, ces 3 éléments-là, ils représentaient quoi? C'est le F3G, n'est-ce pas? Mais à partir de la position 4, 1, 4, quatrième ligne, première colonne, c'est une seule colonne. Alors, 4, 1 jusqu'à la position 6, 1. Alors, je vais prendre l'élément 4, 5 et 6. L'élément 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais les insérer dans mon vecteur réaction à partir de la position 3, 1. Et comme ça, je vais avoir un vecteur à 5, ce qu'on appelait un vecteur réaction à 5 éléments. Alors maintenant, vous voyez réaction 3, 1, 5 éléments. Alors maintenant, je peux rouler mon calcul. Alors, ce qu'on voit ici, les outputs, c'est seulement les prints. Mais moi, j'aime pas naviguer avec les prints. Je préfère aller avec les matrices. Alors, on peut aller voir nos matrices élémentaires K1, les K2, K3. On peut aller voir la grosse matrice K qui est 7 par 7. C'est la matrice de rigidité. On peut aller voir
la matrice LM, la matrice de localisation. C'est la même matrice qu'on avait créée à la main, sauf que ça a été créé automatiquement. Et on peut aller voir aussi le vecteur de force globale qui a été appliqué après avoir assemblé toutes les forces. Et on peut aller voir aussi les vecteurs de répartition des forces, le ML2 qu'on a créé dans le repère local ou dans le repère global. On peut aller voir aussi les matrices de transformation. Alors, pour cette matrice, on peut voir que c'est une matrice identité, le T2, parce que ça a été défini avec un angle de 0. Alors, on peut aller aussi voir l'affichage ici. J'ai cliqué sur l'affichage décimal. Parfois, c'est plus pratique de voir. Alors, c'est des matrices 1, 1 seulement dans la diagonale. Et on peut voir aussi le vecteur de déplacement à chaque nœud. C'est pas significatif à 1 millimètre près. Alors, dans ce cas-là, je reviens aux exposants. Comme ça me donne de l'ordre de grandeur des 10 millimètres. Et surtout, je peux aller voir mon vecteur réaction. Je vais revenir dans ce cas-là à l'affichage décimal. Alors, les deux premiers, c'est mes réactions horizontales et verticales qu'on avait trouvé, le moins 20.5 et le moins 6.4. Alors, on peut aller voir dans notre présentation. C'est ça, le moins 20.5 et le moins 6.4 par rapport à mes DDL maintenant, le X horizontal et le V vertical vers le haut, vers la droite et la gauche, je peux trouver le reste. Normalement, on doit trouver moins 79, 78 et 245. Alors, je peux aller voir ici mes réactions, c'est moins 79, 78 et 245. Alors, ça, c'est un exemple de fichier typique. Merci beaucoup pour votre suivi. Je sais que c'était un peu long. J'ai pris un peu le temps de reprendre le début pour finaliser toutes les idées. Mais je pense aussi c'est intéressant pour vous un petit rappel de ce qu'on a fait rapide et puis voir comment on fait comment on utilise l'approche des méthodes, l'approche des calculs, le calcul matriciel. Mais avant de finir, j'aimerais vous montrer ici. Alors, on peut aller voir les nœuds, on peut voir les éléments, on peut aller voir les degrés de liberté, comme on peut aller voir les appuis, on peut aller voir les forces ponctuelles, comme on peut aller voir aussi les éléments, les forces sur les éléments. Et ici, on peut aller voir aussi le nom des nœuds, le nom des éléments. On peut aller voir le nom des DDL et on peut aller aussi voir les valeurs des forces appliquées, la distribution, ça c'est les forces nulles, les forces distribuées qu'on a appliquées et les valeurs des forces, la valeur des forces réparties qu'on a appliquées. Pareil, je vais enlever tout, je vais enlever, je vais simplifier un peu l'affichage. Alors on peut aller voir la déformer avec celle-là. Oui. Alors la déformer, on peut avoir une échelle donnée, mais on peut avoir la déformer, on peut changer l'échelle, ok. Comme on peut aller voir le diagramme d'effort normal, le diagramme d'effort tranchant et le diagramme du moment fléchissant. Merci beaucoup pour le suivi de ce cours. Alors, on va se voir lors de la prochaine séance. Si vous aurez des questions, s'il vous plaît, préparez-les. Comme ça va être plus rapide pour répondre à vos questions. Merci pour votre